Chers amis de TV Liberté, nous partons à Saint-Pétersbourg en compagnie de Boris Lejeune, le grand sculpteur que vous connaissez bien, dont vous connaissez déjà la très belle statue de Jeanne. Bonjour Boris. Bonjour Anne. Cette statue a été installée envers et contre tout, malgré des vents contraires. Cette statue a été installée à Saint-Pétersbourg. Enfin. Alléluia, enfin. Je crois que ça a été une épreuve tout de même, ce voyage. L'événement en soi est exceptionnel. Oui. Exceptionnel, pourquoi? Parce que dans l'histoire de la Russie, et peut-être de la France aussi, c'est la première fois que l'image sculptée d'un saint ou un saint catholique installée en pleine ville, et pas n'importe quelle ville, non. À capitale, la capitale, ancienne capitale, et toujours la capitale culturelle de la Russie actuelle, qui est le Saint-Pétersbourg, anciennement, occidentalement, Leningrad. Mais Leningrad, c'est fini. Et donc, dans Saint-Pétersbourg bis, maintenant, vive la statue d'une grande sainte guerrière de Jeanne d'Arc. Voilà. Alors, comment expliquez-vous que... Alors, il y a des raisons toutes simples. C'est que vous avez fait vos études à Saint-Pétersbourg. Vous connaissiez... on va faire l'historique de votre création, de cette création de Jeanne. Vous avez fait vos études donc à Saint-Pétersbourg et vous connaissiez le directeur du musée de l'émigration, qui était un ami avec qui vous aviez fait des études. Et ce directeur vous demande... Alors, ce musée de l'émigration, c'est une très belle idée. C'est un musée qui... Qu'est-ce que c'est? Pardon, je ne parle pas, c'est vous qui répondez. Mais c'est pas seulement le musée, c'est un centre qui s'appelle Centre d'étrangers russes. C'est un centre qui a été créé... Des Russes émigrés, on va dire. Des Russes émigrés. Des Russes émigrés. Le centre qui a été créé avec la participation active encore de Solzhenitsyn qui était vivant. Bien sûr. Donc, ce centre a été... C'est commencé avec toute petite bibliothèque à Moscou dans la fin des années... non, début des années 80. Oui. Et fondateur, enfin, avec Solzhenitsyn et sa femme de Solzhenitsyn, Victor Moskvin. Victor Moskvin, j'ai connu justement dès le début de cette aventure. Et maintenant, c'est un centre qui est pratiquement tout un quartier de Taganka à Moscou, où il y a les restaurants, l'hôtel, la bibliothèque, les salles d'exposition. Voilà, c'est quelque chose d'énorme qui étudie toute l'histoire de l'immigration du XXe siècle. C'est extraordinaire. De l'immigration russe. C'est-à-dire les œuvres des émigrés russes dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais je trouve que la France devrait un petit peu faire la même chose. Parce que il n'y a strictement rien sur l'importance de l'immigration française à l'extérieur. J'ai appris récemment, par exemple, que c'était un Français qui avait construit le port d'Odessa. D'Odessa, oui, tout à fait. Oui, bon, mais cette fameuse l'escalier, vous vous souvenez le film de Potemkin, de Potemkin, Eisenstein, oui. Potemkin, où tout tombe sur cet les landaux, descendent les marches. Mais cet escalier s'est construit justement par l'architecte français. Par un architecte français. Au lieu de taper sur ce qu'ont fait les Français à l'extérieur, on ferait mieux de faire un musée des grandes œuvres françaises. Encore une leçon. Encore une leçon du grand Solzhenitsyn et du gouvernement russe, puisque ça a été fait avec le soutien du gouvernement russe, bien évidemment. Je suppose que ça suffit penser au Canada, tout simplement. Au Canada, bien sûr. Pour voir l'immigration française. Bien sûr. C'est tout un État là, qui a été fait par les Français. Bien sûr, bien sûr. Mais beaucoup d'États ont été faits par la France. L'Algérie a été faite par la France.
Louisiane, bien Saint-Louis, et tout ça. Ouais. L'Indochine. Très bonne idée, l'Indochine. L'Indochine. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et alors, ce qu'il faut peut-être dire tout de suite aussi, c'est que vous êtes un exemple extraordinaire de ce mélange, de cette amitié franco-russe qui va plus loin que l'amitié puisque c'est un amour. Ouais. Vous êtes vous-même, Boris le Jeune, le descendant d'un soldat napoléonien en Russe qui restait en Russie après les grandes campagnes. Et vous avez épousé la descendante d'aristocrates français qui ont dû qui a dû émigrer, en Russie en 90 ou 89, enfin bref. Oui, donc vous êtes vous-même le fruit d'une histoire extraordinaire. Oui, c'est assez étonnant, surtout que du côté des familles de mon épouse, oui. Ma chère épouse Madeleine, un des membres de sa famille, il était précepteur de l'empereur russe, Paul. Oui. Et un autre, il était dernier gouverneur de province de Saint-Pétersbourg. Je crois que c'est une autre. Il faudrait proposer ça au centre culturel russe. Il faudrait faire une exposition ou un colloque sur ces liens. Je ne sais pas si ça a été fait. Je suis très... Oui, c'est encore Mais c'est encore un travail à faire. Voilà, encore un travail à faire. Nous avons beaucoup de travail devant nous, Boris. Tout à fait, oui, mais l'histoire, c'est passionnant. L'histoire, c'est passionnant. Mais rendre hommage à l'histoire, et rendre hommage véritablement à l'histoire, sans balancer les condamnations, urbi et orbi, c'est passionnant. Alors, vous expliquez que dans une interview que vous avez donnée à un journal russe, que Jeanne est extraordinaire parce qu'elle élabore sa propre théologie. Et c'est-à-dire, et ça c'est très actuel, le contact direct avec Dieu prime sur la volonté ou les actions de la hiérarchie ecclésiastique. C'est très actuel, ça. C'est une nécessité pour nous. Oui, parce que l'histoire de Jeanne montre ça, au fond, que toute l'autorité de ces accusateurs de l'Église officielle de l'époque, de l'université, c'était des think tanks pensantes de Vatican à l'époque, la Sorbonne française. Évêque. Peser sur Jeanne qui tu es, pourquoi tu ne veux pas reconnaître notre autorité. Notre autorité et reconnaître que tu as tort. Elle disait non. Non, parce que mes voix ne me disaient pas comme vous. Et elle répond, évêque, c'est par toi que je meurs. Voilà. Donc, ça, c'est le fondement de sa théologie, au fond. Parce que c'est sa pratique qui forme sa théologie. Et alors, il y a une autre pratique de comportement. Il y a un autre fait qui la rapproche des Russes. Vous dites, c'est le but de Jeanne, c'était le couronnement du roi. C'était remettre le roi au centre et sous la protection divine. Il n'y a pas de roi sans autorité divine. Bien sûr. Oui, tout à fait. Ça aussi, sa théologie. Là aussi, sa théologie. Mais c'est le doctorat d'un prêtre qui s'appelle Jacques Olivier sur ce sujet. Récemment défendu aussi. Et il n'y a pas de renaissance du peuple français sans base chrétienne. Il n'y a pas de possibilité de passer les épreuves s'il n'y a pas ce fondement chrétien. Est-ce que ça, c'est un message que les Russes entendent très bien aujourd'hui?
Je pense qu'ils sont très sensibles. En tout cas, les gens que j'ai rencontrés pendant mon dernier voyage, j'ai rencontré pas mal de Russes que je ne connaissais pas avant d'ailleurs. J'ai fait des connaissances avec, par exemple, ce journaliste qui écrit un grand article. Très bel article, oui. Très bel article qui est lui-même poète, écrivain, traducteur du français en russe. Il est d'ailleurs, il s'appelle Vyacheslav Kochnov. Il a fait ses études juste en face où est maintenant la statue de Jeanne d'Arc, parce que l'école de l'apprentissage français approfondi, c'est cette école qui est terminée. Et la statue de Jeanne d'Arc, elle se trouve tout à côté de cette école. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est rue soviétique. Oui, c'est assez étonnant. Oui. Ils ont gardé encore. Elle est, c'est pas tout, elle est dans le croisement de ruelles soviétiques et rue Krasnoarmeyskaya. Rue Krasnoarmeyskaya, ça veut dire de l'armée rouge. Ah ben voilà. Mais c'est intéressant que elle se trouve donc dans la 4e rue d'armée rouge, en face de l'ancienne caserne des gardes impériales. C'est ça, en face de... Et c'est comme ça que... Alors, il est très sensible, ce journaliste, à la, comme nous tous, à la position, à l'allure de cette Jeanne qui dit-il, a l'air de s'avancer à la rencontre de Dieu. Oui. Et vous expliquez que vous avez réfléchi quand Guillaume de Tanoirne, l'abbé de Tanoirne, vous a demandé cette statue pour célébrer le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne, statue qui existe et qui est à Bermond, dans un endroit où il faut que vous alliez, chers amis de TV Liberté, parce que c'est un endroit extrêmement émouvant, c'est une clairière où Jeanne a entendu la plupart de ses voix, et c'était un endroit où elle allait... Et puis il y a un petit oratoire magnifique qui est resté intact. Qui est resté intact avec un portrait de Jeanne. Avec le portrait de Jeanne dessiné sûrement par un ermite qui la connaissait. Ouais. En tout cas, je pense que c'est un dessin de souvenirs par la mémoire d'elle-même. Oui. Parce qu'il y a donc ce portrait, et il y a des images qui ressemblent à l'exécution. Oui. Où il y a la figure agenouillée, enfin, ressemble. C'est des croquis comme ça, des petits fresques, sur le mur, qui étaient découverts au début du XXe siècle. Oui. Alors, quand on vous a demandé cette statue, vous vous êtes dit, vous avez réfléchi, il y avait une Jeanne dans le feu, une Jeanne martyre. Oui, c'était mon première idée, c'est de faire Jeanne martyre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire Jeanne martyre, comme ça. C'est surprenant, enfin. Et après, je me pensais, non, mais ce n'est pas l'époque où il faut montrer les martyrs, il faut au contraire montrer la victoire. En tout cas, le chemin vers la victoire. Oui. Voilà, elle était victorieuse quand même. Et donc, non, mais pour nous. La leçon de Jeanne, c'est de nous montrer le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire. Et donc, j'ai réfléchi comment réaliser cette... Parce qu'au fond, il y a énormément d'images de Jeanne. Hein. Elle est la plus représentée, la figure la plus représentée dans l'iconographie française. Il y a, si je ne me trompe pas, 30 000 sculptures.
de Jeanne. Pratiquement, dans chaque église, il y a une image de Et je Jeanne. suis allée à Chinon, où son culte est très célébré. Et en dehors de la grande statue cavalière, elle est sur un cheval, sur une grande place. Il y a dans toutes les églises de Chinon une infinité de statues, souvent très belles d'ailleurs. C'est grâce à un membre de l'association des amis de Jeanne, dont Pierre Maire est le président, que j'ai visité cette ville de Chinon. Et cet homme qui avait organisé cette journée était Alain Hugon, qui malheureusement a rejoint le Père maintenant. Et j'ai été frappée de voir combien Jeanne inspire les artistes de façon totalement différente à chaque fois. Oui, mais quand même, il y a, disons, des sujets établis. On les fait avec toute cette... Oui, il y a une statuaire obligée. Oui, quelque part. Donc, évidemment, j'ai regardé tout ce que j'ai pu voir, qu'est-ce qui a été déjà réalisé, parce que j'ai cherché la représentation des gens qui correspondent à notre époque. Et pour moi, c'était impensable de faire Jeanne dans l'armure comme ça, où on ne voit pas le corps, on voit l'armure au fond, parce que... L'artiste entraîne une époque? Je pense... il a ce devoir défini quand même, quelque part, par l'image, le caractère d'une époque. Et comment on voit la femme, une femme maintenant, ce n'est pas comme on voyait au XVIe siècle ou même au XVIIIe siècle, ou du XIX. La vision comment une femme se voit d'ailleurs aussi, ça influence l'image artistique aussi, puisque... Et donc, mais ce n'est pas vraiment par les réflexions, c'est intuitivement. C'est intuitivement. Intuitivement, ma femme est née comme ça. Ma Jeanne. Ma Jeanne est née comme elle est. Il y avait d'ailleurs certaines personnes qui n'ont pas accepté en disant qu'elle est trop femme, qu'on voit ses seins. Oui, ça c'est... Il y a quelque chose comme ça. On ne peut pas représenter la femme. J'ai eu ce problème-là, soit elle a trop de seins, soit elle est... Enfin, soit on montre trop ses jambes. C'est épouvantable. Non, vous ne vous rendez pas compte. La situation de la femme est très difficile. Mais alors, ce qui est d'étonnant, c'est que votre ami, donc le directeur du musée de l'émigration russe, vous demande une petite statuette, une réplique de Jeanne pour l'emmener au musée. Et à ce moment-là, le prince Six-Henri de Bourbon-Parme dit « Mais pas du tout, une petite, une grande statue. Il faut qu'une grande statue parte en Russie. » C'est ça qui est joli, c'est... Oui, parce que c'est donc à l'instigation de Six de Bourbon-Parme. C'est frère Thierry, aussi, oui. Qui m'a fait... un autre ange gardien. Qui m'a fait connaître donc, le prince Sixte. Et on a dîné, le monseigneur Sixte Bourbon-Parme nous a invités à dîner. Et comme ça, j'ai raconté cette histoire parce que, Moskvin, il veut les petites sculptures, mais la tradition fait que tout le monde le offre pour le musée. Et un bronze, ça coûte cher, tout ça. Moi, à ce moment-là, j'ai déjà offert avec mon épouse la sculpture pour Bermond. Donc, encore pour ça, c'était un peu difficile. Et donc, j'ai raconté. Mais le prince, il a passé tous ces problèmes en disant ah non, il faut faire une grande sculpture pour une grande ville russe et installer donc, dans le centre de cette grande ville. Et ça me paraît...
Cette idée cosmique, voilà, impériale comme ça, boum. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est grandiose comme ça. J'aime beaucoup tout ça. Et j'ai parlé de cette idée je pense à Jacques Goniche, un membre de l'association des Amis des Jeanne d'Arc, oui, dans laquelle j'étais déjà invité de rentrer. Et ils étaient tous enthousiastes. Pierre Maher, tout le monde. Tout le monde. Oui, tous, mais ça nous cette idée, ils étaient tous. Ça nous a donné un bonheur extraordinaire quand l'abbé de Tanoirne. De la Rosière, enfin tout le monde. Quand l'abbé de Tanoirne m'a signalé la création de votre sculpture, je vous avais rencontré à rue Saint-Joseph. Oui, oui, tout à fait. Oui. Rue Saint-Joseph, et je suis allée voir votre sculpture dans votre premier atelier, et j'ai eu un éblouissement quand je l'ai vue. C'est très impressionnant, une statue immense quand on est au pied, et puis bon, sa grâce et sa force montent évidemment. Oui, c'était à Birmont, c'était en Champagne. En Champagne. À Réveillon, où nous habitions. Et j'étais éblouie. Ouais. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Oui. Donc voilà, le projet a avancé et vous avez vaincu tous les problèmes qu'ils soient politiques ou logistiques. Et puis, il y a eu après cette extraordinaire commande du maire d'Orange. Parce qu'entre-temps, le temps de réaliser le projet des jeunes, la sculpture était faite, mais il y avait il fallait trouver les moyens pour faire un bronze, tous les problèmes administratifs à Saint-Pétersbourg. On a passé des commissions après une autre commission. Il fallait faire un projet qui a pris 12 mètres carrés. Un projet de toutes ces perspectives, des plans. C'était comme, voilà, 12 mètres carrés, c'est à peu près, ça prenait comme cette mur-là, qui est derrière vous. Il y a eu une personne qui était chargée des jardins non ennuyeux. Oui, ça. C'est inouï, cette appellation. Par la loi, c'est extrêmement strict que c'est pas. Parce que. Mais l'appellation n'est pas stricte. Il faut préciser pour les gens qui pensent que la Russie, c'est une dictature. Oui. Ça c'est très intéressant. Oui, mais pas mes auditeurs, pas mes téléspectateurs. Ils sont bien plus intelligents que ça. Avec notre exemple, Vladimir Vladimirovich Poutine a donné son accord tacite à la fin de 2015, l'année 2015. Donc il a fallu 5 ans. Et après, il avait lettre envoyée par la présidente de Douma, c'est le correspond à notre Parlement, où ils sont ravis de ce projet, ils ont tout à fait d'accord. Et c'était signé par le président de Douma, Narishkin. Mais il fallait après 5 ans pour réaliser. Parce que il fallait chaque organisme a dû donner son avis. Parce que il fallait passer des tas de commissions. Mais vous n'avez pas été étonné par cette femme qui dirige une association des jardins non ennuyeux. Oui. C'est quand même inouï, ça. Je vais parler de. Expliquez ça. Et donc, tout l'organisme étranger peut faire en Russie qu'en condition s'il a un partenaire russe. Bien sûr. Par qui tout va passer. Tout l'argent, enfin, toutes les décisions. Et donc, cette entreprise qui s'occupe des jardins à Saint-Pétersbourg, des plantations, et accepté d'être notre partenaire. Et donc, tout s'est passé par elle. Et ce jardin s'appelle jardin non ennuyeux, enfin, quelque chose comme ça. C'est drôle, ça. Voilà. C'est assez amusant. C'est une charmante femme qui a organisé cette entreprise qui s'appelle
Olga Mayatskaya, sans qu'elle et sans Saint-Valentin, plus rien Rien ne ne se se passait. faisait. Rien ne Oui, se oui. passait. Non, Rien non, ne se faisait. c'est évident. Voilà. Et qui me disait, parce que après installer cette Jeanne d'Arc, je l'ai invitée au restaurant pour fêter ça. Et elle m'a dit, si je n'ai pas promis à vous, à moi, donc, de soutenir, j'ai déjà 1000 fois pensé abandonner, tellement c'était compliqué. Oui, mais Jeanne a un tel pouvoir de séduction, en plus du vôtre, que voilà. Les téléspectateurs qui n'auraient pas vu votre émission précédente sur les religieuses d'Orange doivent la regarder, doivent regarder cette émission parce que vous avez fait une autre statue donc, qui est sur la place, la grande place d'Orange, devant le théâtre, qui est une statue que j'aime aussi infiniment, puisqu'il y a 2 religieuses dans le vent, l'une est à genoux, l'autre est debout, les plis de leur robe est balayé par le vent, et elles sont sur une estrade. Au-dessus de l'estrade, il y a un portique, ce portique symbolise la guillotine, et venant du ciel, un ange tend un bras vers elle, avec dans l'autre le rameau du martyr. Le rameau du martyr, le palmier. Ouais. La palme du martyr. La branche de palmier. Et cette statue est aussi magnifique et il faut la découvrir parce que c'était une chance inouïe de pouvoir réaliser cette œuvre, parce que si je ne me trompe pas, les auditeurs peuvent me corriger, en 200 ans, rien n'était construit artistique à l'hommage des martyrs. Vous vous êtes posé la question, pourquoi peut-être, non? Vous pensez que nos élites républicaines ont une seule pensée au monde, celle d'honorer la mémoire des victimes qu'ils ont faites? C'est pas possible. Oui, donc, parce que c'était une grande fête, au fond. Ouais. Donc, si vous voulez... Éternelle, continue. Une fête continuelle, vous avez raison. Tous les matins, il faut casser de l'église, donc on y est encore. Mais ça peut se réaliser, j'aime bien souligner, grâce au courage, l'intelligence, le sens de l'histoire du maire d'Orange, de Jacques Bompard. Jacques Bompard, absolument. Jacques Bompard, qui est un homme exceptionnel, puisque dans cette atmosphère, au fond, de négation de tous ces horreurs qui étaient produites avec cet instrument qui s'appelle guillotine, de décider de faire ça, c'est quand même... en tout cas, c'est unique. Alors, il y a Jacques Bompard et sa femme, qui est aussi une grande combattante et qui a été très très forte aussi dans l'ancienne maire de Bolène. Et j'ai reçu récemment, parce très que chrétienne tout à fait, oui, absolument. J'ai reçu un petit mot de Jacques Bompard, puisque j'ai envoyé les photos de Jeanne d'Arc, etc. Il était très content. Il m'a écrit que nous sommes très contents d'avoir le monument que vous avez fait, puisque ça amène beaucoup de gens. Les gens viennent exprès regarder. Et d'ailleurs, aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel qui se produit pour la vie d'un artiste, que pendant le confinement, quand les églises étaient fermées, la messe, elle était célébrée au pied de ma statue. Ça, c'est fabuleux. C'est un bel hommage. Oui. Voilà. Donc la messe était sur cette place devant les statues des saintes religieuses
guillotinés. Ça, c'est un bel hommage. Peut-être faut-il dire maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, peut-être faut-il dire aux téléspectateurs qu'un voyage pour la véritable inauguration, puisque jusqu'à présent il n'y a pas eu d'inauguration en raison de cette foutue pandémie qui n'en est pas une. Et donc la véritable inauguration va avoir lieu en avril ou en mai de l'année prochaine. Et toutes les informations sont à trouver à l'association des Amis de Jeanne d'Arc. Oui. On les renvoie à cette association. Oui. Et on va peut-être terminer sur cette très belle lettre de l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Qui a fait énormément pour la réussite de ce projet. Pour Alexei Meshkov, qui dit qu'il tient à... Alors c'est une lettre adressée à Maître Trémollet de Villers, qui est le président de l'Association universelle des Amis de Jeanne. Maître de Villers, je tiens à vous remercier, ainsi que tous les membres de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, pour les mots chaleureux et touchants que vous m'avez adressés dans votre lettre du 4 octobre. Je suis sûre que ce projet magnifique qui est devenu réel grâce à nos efforts communs, en dépit de tous les obstacles que nous avons rencontrés tout au long de sa réalisation, est un symbole fort de l'amitié traditionnelle des peuples russes et français, ainsi qu'une preuve de l'amour et de la vénération ressentie en Russie comme en France pour cette héroïne nationale française qui a sacrifié sa vie pour sauver la patrie. Je me réjouis que désormais la magnifique sculpture de Boris le Jeune orne l'une des rues de Saint-Pétersbourg qui a toujours été et reste une fenêtre sur l'Europe. Je souhaite de tout mon corps un plein succès pour la cérémonie d'inauguration de cette belle statue au printemps prochain, qui, j'en suis sûre, deviendra un événement majeur dans la vie culturelle de Saint-Pétersbourg et de preuve des liens profonds qui unissent nos deux cultures. Mais il faut souligner que le corps diplomatique russe en France était nos soutiens infaillible. Le corps diplomatique et le centre culturel russe. Je voulais dire, parce qu'il avait déjà oui. l'inauguration. Il y a une inauguration magnifique. Absolument. Auquel je n'étais pas parce que j'étais en province, parce que je pensais partir à Saint-Pétersbourg la semaine d'après. Qui était aussi organisé grâce au soutien du directeur de ce centre, Leonid Kadyshev. Kadyshev, absolument, qui fait un travail extraordinaire. Qui continue à faire dans ce centre. De faire rapprocher la culture russe, la culture française. Absolument. Contre vents et marées, contre cette meute de journalistes ignares et inconscients, cette association, ce centre culturel et spirituel, parce qu'il faut bien dire les deux, fait un travail merveilleux. Merci beaucoup, Boris le Jeune, de nous avoir réjouis encore une fois avec cette très belle nouvelle qui va, je dois dire, bien à l'encontre de l'atmosphère ambiante, mais c'est notre travail de rectifier les bêtises ambiantes et de nous enthousiasmer pour la beauté. Et c'est ce que vous avez fait avec ces deux récentes statues. Vous avez une prochaine statue qui va être inaugurée, je crois. La prochaine statue, ce sera aussi pas n'importe quelle. C'est le général Marcel Bijard. Bijard. Elle devrait être érigée. Elle a dû déjà être érigée à Tulle. À Tulle. Sa ville natale. Sa ville natale. Dans Lorraine. Vous nous préviendrez. Vous nous préviendrez. C'est prévu peut-être aussi mois de mai. Peut-être aussi mois de mai. Ou en septembre. Voilà. Merci beaucoup, Boris le Jeune, de cette... Je reste avec les combattants. De ce monde. Vous êtes un combattant. Merci beaucoup pour ce monde de beauté qui est une joie pour toujours, comme dit Keats. Merci beaucoup, merci, Boris le Jeune. Merci, ami de TV Liberté. À très vite.